Oui, bonjour à tous et merci de faire intervenir aujourd'hui. Donc l'idée, c'est voilà, de vous présenter un petit peu une synthèse, alors qui va aussi faire écho à beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Synthèse du cycle d'ateliers qu'on a organisé sur les 6 premiers mois de l'année à l'Institut. Donc vous expliquer un petit peu rapidement la démarche et puis qui nous sommes en 2 mots. Donc l'Institut Paris Région, alors effectivement, anciennement, IAU, Institut d'urbanisme et d'aménagement de l'Île-de-France. On a changé de nom l'année dernière, donc qui est une agence d'urbanisme. Nous travaillons à l'échelle de l'Île-de-France de manière privilégiée, ce qui ne nous empêche pas de aussi nous ouvrir là de nouveaux contrats, conventions avec des collectivités locales, avec voilà, des acteurs aussi privés. Et puis, ce qui fait aussi la force de notre institut, c'est une pluridisciplinarité dans les champs de compétences, alors que ce soit des urbanistes, des architectes, des spécialistes de l'économie, de la sociologie, etc. Et donc, c'est une force qu'on utilise notamment dans les travaux qu'on explore. Et cette année, il y avait 2 travaux un petit peu prioritaires qu'on a souhaité approfondir. Alors, il y a celui du zéro émission nette, le ZEN, et puis celui du zéro artificialisation nette. Donc, sachant que voilà, c'est aussi l'occasion, ces projets qui sont très transversaux, pour nous de favoriser aussi les synergies, les échanges au sein même de l'Institut. Pourquoi c'est important de se pencher sur ces sujets, peut-être plus particulièrement pour nous aussi, c'est que on a un SDRIF, un schéma directeur de la région Île-de-France, donc qui est assez différent des SRADET qui ont été ou qui sont en cours d'approbation dans les autres régions de France. Et on se dirige très certainement vers une évolution de ce schéma dans les prochaines années, et notamment parce que la consommation d'espace qui est permise dans le document est beaucoup trop importante aujourd'hui par rapport aux besoins et puis par rapport à cet objectif de ZAN. Donc très rapidement, voilà, le cycle d'atelier, l'idée c'était en fait vraiment de faire dialoguer les acteurs de l'aménagement, mais aussi voilà, les chercheurs, toutes les personnes qui contribuent aujourd'hui aux réflexions sur l'aménagement de demain, les faire intervenir dans un cycle d'ateliers. Alors vous voyez 6 ateliers entre janvier et juin 2020, avec l'idée de raconter une petite histoire, donc de partir des grands enjeux liés aux définitions, liés aux responsabilités, et puis pour décliner peut-être certains enjeux qui se posent. Alors l'enjeu de densification qui est assez fort en Île-de-France, l'enjeu de désartificialisation qui est peut-être encore plus fort, l'atelier 4 sur la séquence ERC et puis peut-être les limites qu'on peut avoir sur cette séquence dans l'atteinte du ZAN. Et puis ensuite ouvrir un petit peu sur l'atelier 5 et 6 avec à la fois qu'est-ce que ça veut dire la sobriété en Île-de-France et puis quels outils on peut se saisir dès aujourd'hui pour atteindre cet objectif. Alors l'idée, c'est pas de vous remettre tous les enseignements, mais peut-être se focaliser sur les grands messages, et puis on pourra revenir éventuellement après, si nécessaire, sur des messages un peu plus particulièrement. Voilà, juste avant, vous montrer qu'il y a eu énormément d'acteurs qui ont participé, qui se sont prêtés au jeu de ces ateliers, des acteurs du monde de la recherche, l'INRAE, l'IFSTAR, etc., des opérateurs fonciers, dont les EPF de l'Île-de-France, du Nord-Pas-de-Calais, des bureaux d'études, le cabinet d'architecture, bureau d'études, urbanisme, environnement, des collectivités également, la région Île-de-France notamment, puisque elle co-organisait les ateliers avec nous, et puis des acteurs institutionnels et aussi des acteurs étrangers, parce que l'idée c'était bien de voir comment faire atterrir cet objectif sur l'Île-de-France et de s'inspirer aussi de démarches nationales ou internationales. Donc, si je pouvais résumer, voilà, là, je vous ai mis un diapo un petit peu plus épuré que la première version que j'avais envoyée pour vraiment se concentrer sur les grands messages. Il y a 5 grands messages qu'on a pu retenir. Alors, c'est pas exhaustif, hein, c'est ce qui est sorti majoritairement des débats. Le premier, c'est effectivement cette nécessité d'intégrer la pleine terre et la fonctionnalité des sols dans l'aménagement. Tous les acteurs se sont accordés en fait sur les limites de la définition actuelle de l'artificialisation, la nécessité d'intégrer les espaces ouverts artificialisés aussi, qui peuvent avoir des bénéfices pour la biodiversité, mais pas que. Donc à côté vraiment de cet objectif un peu plus traditionnel de préserver les espaces naturels agricoles forestiers, alors qui représentent 3/4 des surfaces régionales, donc qui est aussi un enjeu énorme, mais il y a cet enjeu de préserver aussi nos espaces ouverts, et dans un contexte finalement où, ça a été bien rappelé par Tristan, on doit produire 70 000 logements par an, donc un contexte où on a effectivement des compétitions possibles pour l'accès au foncier.
Donc ça se traduit par plusieurs choses, ces deux enjeux à concilier. Le premier, c'est peut-être repenser notre modèle d'organisation. Alors nous, on ne parle pas de ville archipel en Île-de-France, mais en tout cas, on incite vraiment à renforcer le poids des polarités de grande couronne, notamment, pour favoriser le polycentrisme. Et puis, on est obligé, en Île-de-France, de s'interroger sur la densification. Alors effectivement, il y a des risques de surdensification. En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que il y a un corollaire entre la préservation des espaces ouverts urbains et la densification, dans le sens où c'est parce qu'on densifie qu'on peut préserver ces espaces ouverts, et c'est parce qu'on préserve ces espaces ouverts urbains que la densification est plus facilement acceptée par les habitants. Donc là, on voit bien que les deux sont vraiment indissociables. Mais ça pose effectivement également la question de l'intégration de cette pleine terre, de cette qualité écologique dans les opérations urbaines. Le deuxième grand message, donc, qui découle du premier, c'est effectivement cette acceptabilité aussi sociale de la densité, de la densification, comment on l'amène auprès des habitants, alors par certainement de l'inventivité dans les formes urbaines, dans une plus grande intégration des besoins d'espace, de proximité à la nature. On le voit, alors l'idée, je vous ai montré deux exemples, du très dense et du moins dense. L'idée, c'est aussi de montrer qu'il n'y a pas forcément une opposition entre l'habitat collectif et l'habitat individuel, mais que dans ces deux formes, en fait, on peut trouver des zones denses et des zones moins denses. Donc c'est vraiment un travail plus de qualitatif sur ces formes qu'un travail quantitatif où on s'intéresserait qu'au nombre de logements produits. Et puis, à côté, là, je vous ai parlé des dimensions habitat, mais il y a également effectivement cette notion d'activité productive. Je vous ai montré la photo de Chapelle Internationale dans le 18e, qui est un bâtiment logistique qu'on vient insérer vraiment au cœur de la métropole. Donc, cette idée de mixer les usages et de réintégrer les fonctions productives au cœur des métropoles. Le troisième grand message qu'ont aussi adressé les acteurs pendant ce cycle de rencontres, c'est finalement l'intensification des actions en faveur de la renaturation et de la biodiversité. Alors effectivement, en Île-de-France, on a un potentiel énorme de surfaces potentiellement désimperméabilisables. Le problème, c'est qu'on les connaît assez mal, on a assez peu de données pour les quantifier. Et ce qu'ont soulevé aussi les participants, c'est que cette renaturation, elle va nécessiter aussi d'impliquer les habitants, et il y a des démarches participatives qui commencent à être menées. Alors on peut penser au permis de végétaliser notamment, mais on a vu aussi des initiatives étrangères, je pense notamment à Montréal, au Québec, on parle de dépavage participatif, c'est-à-dire que les habitants sont invités à débitumer les sols imperméabilisés. Ce sont autant d'initiatives à encourager pour impliquer aussi les citoyens dans ces processus. Le quatrième message, c'est finalement aussi la promotion de la ville sobre. Alors la ville sobre, ça veut dire sobriété effectivement foncière, mais sobriété aussi dans notre usage des matériaux par exemple. Les intervenants ont effectivement souligné que l'Île-de-France est dépendante à près de 50% des autres régions pour ces matériaux, donc dans la construction, avec le sable, etc. Et donc c'est vraiment un enjeu de réfléchir peut-être à la façon dont on peut être plus efficient dans notre manière de renouveler le bâti, donc d'avoir moins recours au neuf notamment. Certains participants ont même souligné peut-être pourquoi pas arrêter de construire du neuf en Île-de-France, puisque là on voit qu'on va vraiment sur une logique peut-être pas à l'échelle de l'Île-de-France, mais en tout cas de report des impacts environnementaux par des carrières qui vont s'installer de plus en plus loin pour les besoins du métabolisme francilien, qui vont s'installer plus loin. Et puis, le dernier message, c'est effectivement la nécessité de renforcer des outils de référence partagés. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, notamment, on a par exemple une difficulté aujourd'hui à localiser les espaces à désimperméabiliser, comme on a une difficulté à identifier les espaces de pleine terre. On est en train d'essayer de mettre en place des outils, je pourrais revenir dessus après si besoin, des outils partagés qui parlent à tout le monde finalement et qui donnent à un instant T une indication, une précision pour orienter l'action aussi politique sur ces questions. Mais on voit qu'il y a encore beaucoup de travail sur cet aspect. Donc vraiment en conclusion, ce qu'on peut dire, s'il y avait quelques grands messages à retenir, c'est ce cycle d'atelier, il a surtout mis en avant la question du sol. Et c'est peut-être aussi un des grands enseignements pour l'instant du ZAN avant sa mise en œuvre, c'est de mettre en lumière plus fortement les sols, alors qui n'étaient pas oubliés avant, mais en tout cas, on voit là le consensus national, effectivement, sur la nécessité de les préserver. Les préserver et peut-être aussi les reconnaître juridiquement. Alors ça, je vous mets, c'est une citation de Maïs Desrousseaux qui a participé et qui nous montre qu'effectivement, aujourd'hui, le sol n'existe pas en termes juridiques, contrairement à l'eau ou à l'air, par exemple.
réinterroger aussi la valeur accordée au sol tant agricole que naturel. Et je vous renvoie là aux travaux de Guillaume Saint-Denis qui nous dit qu'effectivement l'existence de la nature aujourd'hui elle est taxée, mais ses externalités positives elles ne sont pas rémunérées. Et puis également l'idée d'intégrer systématiquement les sols en amont des projets urbains. C'est quelque chose qui nécessite aussi le recours peut-être plus systématique à des écologues, à du génie pédologique dans les opérations auxquelles on n'a pas forcément aujourd'hui tout le temps recours. Donc pour finir sur ces grands messages, l'idée c'est bien de se dire qu'aujourd'hui c'est un enjeu qui doit concilier énormément d'objectifs et qui ne peut en aucun cas relever d'approche partisane. Et vraiment, à l'heure où il y a une crise du logement, il y a le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, les crises économiques, c'est autant de défis prioritaires à relever pour les populations et qui interpellent tous d'une manière ou d'une autre le ZAN. Donc c'est bien par l'association de toutes les parties prenantes, et ce qu'on a essayé de montrer aussi au cours de ce cycle d'ateliers, que la mise en œuvre de démarches opérationnelles solidaires trouvera sa trajectoire. Et puis enfin, on a bien vu que les débats, ils ont révélé des injonctions contradictoires. Alors ça a été rappelé aussi tout à l'heure par Tristan, avec d'un côté notamment un constat partagé de l'impératif de réduire l'artificialisation et en même temps l'impuissance devant la réalité économique et puis des politiques publiques qui incitent encore à construire du neuf en extension. Voilà, donc je finis sur cette diapo, juste pour faire un petit parallèle avec une enquête qui est sortie très récemment, organisée par le département de la Loire-Atlantique et la Gazette des communes, et qui a sondé, alors je crois que c'est 2000 acteurs, habitants comme acteurs du BTP, élus, collectivités, etc., et qui nous montre qu'en fait, c'est ce que montrait aussi Eric Charme, il y a un consensus en tout cas apparent sur l'objectif ZAN. 80% des élus agents, par exemple, trouvent l'objectif pertinent. Une très grande majorité des acteurs trouvent que c'est un objectif majeur pour la protection de la biodiversité. Ce qu'on voit aussi, c'est que sans être encore mis en œuvre, le ZAN il a permis à 40% des acteurs de renforcer leur réflexion sur le sujet. Et effectivement, ce qu'on voit, ce qui est très intéressant, c'est que énormément d'acteurs se sont lancés pour définir aussi quelles étaient leurs ambitions, en tout cas leur idée du ZAN, que ce soit l'ordre des géomètres, mais également les réseaux des aménageurs, etc. Énormément d'acteurs se sont emparés du sujet. Et puis, pour conclure là-dessus, finalement, ce qu'on voit, c'est que les acteurs souhaitent plus de synergie. Et c'est effectivement, nous, un des messages qu'on a vu à la fin du cycle d'atelier, c'est qu'il y a des acteurs, des écologues, des urbanistes, des architectes qui ont souffert un petit peu de ce manque aujourd'hui de coordination, de relations, notamment pour s'entendre sur des définitions. Et ça pose vraiment cette question des interactions qui sont aujourd'hui qualifiées d'insuffisantes. Voilà, donc je finis là-dessus pour ne pas déborder sur le temps. Et bien évidemment, je pourrais revenir sur un des messages que j'ai passé un peu rapidement, mais je pourrais revenir dessus sans aucun problème.